Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. Je suis ravi qu'on soit à l'heure pour une fois et encore une fois désolé pour la semaine dernière. Je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau numéro ce matin. Faites-nous un petit coucou dans le chat, en commentaire pour nous indiquer que vous êtes avec nous ce matin. J'espère que vous avez votre café à la main et que vous êtes prêts à passer un bon moment pendant ces 40, 45, 50 prochaines minutes. Je vois que vous vous connectez tranquillement, donc je vois que ça fonctionne. J'ai pas mis la petite musique pour vous accueillir parce que je sais que mon invité du jour aime bien avoir un peu de musique quand elle démarre ses webconférences, mais je l'ai pas fait ce matin. Mais promis, ça pourra. Voilà, nous notre musique c'est le chat, c'est la jalousie du chat qui est pas contente que je discute avec quelqu'un d'autre qu'avec elle. Voilà, je vois que vous êtes une vingtaine à être connectés. Faites-nous un petit coucou. Voilà, super, ça arrive. Salut Stéphanie. Salut à tous. Je vous rappelle les petites consignes habituelles. Cliquez sur le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo pour autoriser Facebook à afficher votre nom et votre photo de profil. Comme ça, je sais à qui je m'adresse pendant ce moment qu'on va passer ensemble. C'est le cas de Stéphanie, c'est le cas de Claire. Bonjour à toutes les deux. Par contre, pour tous les autres, vous voyez, il y a marqué Facebook User et du coup, je ne sais pas à qui je m'adresse. Donc, cliquez tout de suite sur le lien qui se trouve dans le descriptif. Comme ça, vous donnez l'autorisation. Ça prend 2 secondes. Et comme ça, lorsque vous commentez, je sais qui vous êtes. Voilà, Samuel l'a fait. Bon élève. Samuel, c'est qui Samuel, Dominique? Ah, je ne le connais pas. Tu ne vois pas qui c'est? Bon, on va revenir là-dessus juste après. Donc voilà, je le dis pour Marion, pour qui d'autre? Sébastien a donné l'autorisation aussi. Donc Sébastien est avec nous. Salut Sébastien. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien, comme ça tout fonctionne bien. Salut Christelle, salut à tous. Bon, merci en tout cas d'être encore fidèle à ce rendez-vous de ce matin. Ah, on a Ori qui est là. Ori fait partie des admirateurs secrets de Dominique et Samuel et de Willoge, il me l'a dit. Et je le balance. Il est très content d'être avec nous ce matin également. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on commence cette interview tout de suite. Moi, j'ai mon café, je suis prêt et mon invité est là. Dominique, est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers qui vont nous écouter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Déjà, je te remercie, Sébastien, de m'inviter ce matin. Je suis vraiment ravie d'être là. Donc, moi, je suis Dominique de Saint-Laurent. Je suis la fondatrice et dirigeante du réseau Willoge, l'immobilier tout compris, qui est un réseau national. On a commencé le développement national l'année dernière, juste avant le confinement. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près 80. Et notre spécialité, c'est la valorisation immobilière. Cool. Et c'est justement le sujet qui va nous amener aujourd'hui. J'ai trouvé le titre de cette interview sur ta bannière LinkedIn. Il y a marqué « Un bien looké est un bien vendu ». Donc, on va pouvoir y revenir. Mais avant qu'on rentre dans ce sujet, tu vois, Aurélie nous dit « Ne me déçois pas, Dominique ». Tu vois. Donc, il est venu. La pression. Il est venu exprès. C'est bien parce que Dominique n'avait pas du tout la pression avant ce live. Donc, c'est bien, ça va la détendre. Dominique, est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours de professionnel de l'immobilier, mais pas que, pour nous donner un peu de contexte sur ce qui vous a amené à créer Willoge. Mais avant ça, il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu quoi? Alors, avant ça, j'ai quitté ma Guadeloupe natale déjà. Ouais. Donc, voilà, je suis guadeloupéenne. Je suis arrivée à Paris, j'avais 13 ans. Okay. J'ai fait des études de communication, puisque à la base, j'avais prévu d'être dans les relations presse ou relations publiques. C'était mon objectif de l'époque. Et puis, la vie a fait des choses différentes. Je me suis retrouvée à 22 ans à la tête d'un restaurant parisien, un restaurant de spécialité antillaise et d'animation musicale, que j'ai géré. Alors, je dis je me suis retrouvée parce qu'en fait, c'était un restaurant familial et j'ai dû reprendre la suite, puisque le restaurant tournait en faillite. Et du coup, je suis arrivée pour remonter l'affaire. Et donc, je me suis improvisée responsable de restaurant, gérante, manager, dirigeante à 22 ans. Cette aventure, elle a duré 10 ans. Je me suis éclatée. Une belle aventure humaine, beaucoup d'apprentissage aussi, puisque ce n'est pas évident de gérer 22 ans. Et ensuite, je me suis installée à Marseille, où j'ai rencontré un certain Samuel. Ah, le fameux de tout à l'heure. Le fameux de tout à l'heure. Et j'ai fait un bébé, un petit garçon qui a maintenant 14 ans. Et c'est tout à fait par hasard que j'ai eu au retour, c'est un mail qui est arrivé sur ma boîte mail, où c'est une amie qui me proposait de démarrer en tant que conseillère en investissement dans un réseau d'investissement, Omium Finance à l'époque. Ouais. Donc, j'ai démarré en tant qu'agent commercial dans ce réseau. Je ne suis pas restée longtemps parce que je ne partageais pas les valeurs
de ce réseau. Et ensuite, donc, j'étais agent commercial dans une agence immobilière à Marseille, dans le 8e arrondissement. Pareil, j'ai fait un passage flash. Au bout de 3 mois, je me suis dit, bon, ben, OK, j'ai compris le système. Je vais créer ma propre agence immobilière. Donc ça, c'était en 2008. Donc, j'ai créé Adéquat Immobilier de chez moi. Je me suis développée pendant 2 ans. J'ai eu une consultante avec moi. Et ensuite, j'ai été franchisée. J'ai décidé de développer. Je me suis posé la question en me disant, bon, ben, je suis dans une ville que je ne connais pas assez. J'ai une notoriété qui n'est pas assez grande. Et donc, la solution pour moi, c'était de me rapprocher d'une marque connue. Et c'est comme ça que j'ai été franchisée ERA Immobilier. Donc, en 2011, j'ai ouvert une agence ERA. Samuel m'a rejoint. Ce n'était pas prévu non plus. Bon, la vie a fait que finalement, on s'est retrouvés à travailler ensemble. On a développé d'un côté la gestion locative, donc avec une société différente, et puis la transaction avec ERA Immobilier. C'était aussi une très, très belle aventure. J'ai beaucoup formé de collaborateurs, j'ai beaucoup recruté. Et au bout d'un moment, ça m'a usée parce que trop de turnover, trop de pression, trop de volume en termes de mandat. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi à une autre solution. Et c'est comme ça que l'idée de WeLoge m'est venue en 2017. D'accord. Là, j'ai démarré l'aventure WeLoge en 2017. Il y a plein de choses. Je suis même en train de prendre des notes, tu vois. Ce qui est rare. Mais il y a plein de choses sur lesquelles je voudrais, si tu permets, qu'on revienne peut-être sur ce parcours. Et après, on viendra à l'ADN de WeLoge. Mais tu as parlé notamment, et sans revenir sur les expériences parisiennes, mais Omnium Finance. Tu as parlé de valeurs, ça ne te convenait pas, etc. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai toujours travaillé avec mon cœur, en fait. Je pense que la satisfaction client est au cœur de ma préoccupation et ça doit être toujours quelque chose de gagnant-gagnant. En fait, je pense que la personne, le professionnel doit s'y retrouver au même titre que le particulier. Ah, je t'ai perdu, mince, voilà. Et c'est pour ça que Omnium Finance, ça ne me convenait pas parce que je trouvais qu'il n'y avait pas d'équilibre dans la relation client. Okay. Sans jugement, hein, aucun, mais en tout cas, ça ne me correspondait pas. Il y a autre chose, c'est que c'était aussi lié aux chiffres, c'est-à-dire qu'on vendait de l'immobilier papier pour la défiscalisation. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi que ce qui me faisait vibrer, c'est l'émotion qu'on peut avoir avec un client dans le cadre d'une vente dans l'ancien, qu'on ne retrouve pas en fait dans l'immobilier d'investissement. Alors, j'ai des choses qui se mettent en route sur mon ordinateur. T'inquiète, moi j'étais avec moi, de mon côté, tout va bien. Ok. Et tout ce que j'entends me ravit, que ce soit sur le champ du cœur, des émotions, et je souscris à 1000% sur le côté l'ancien et le particulier, enfin le particulier et notamment l'ancien nous permet effectivement de nous accomplir aussi et de nous épanouir aussi sur le plan émotionnel. Je souscris à 1000%. Et il y a autre chose qui m'a interpellé dans le parcours, c'est lorsque tu dis, du coup, je vais dans une agence. Si mes souvenirs sont bons, je fais 3 mois et aux 3 mois, bon, j'ai compris et je me lance. Là, il manque un truc, c'est donc 3 mois dans une agence, j'ai fait le tour, je me lance. C'est quoi le déclencheur derrière tout ça? En fait, moi, je suis quelqu'un de challenge. En fait, j'ai démarré ma carrière professionnelle dans un gros challenge parce que j'ai repris un restaurant qui était limite au bord de la faillite et je l'ai remonté en 4 ans en travaillant de façon très acharnée. J'ai démarré l'immobilier en pleine crise économique, puisque 2008, c'était la crise économique. Et donc, donc, ça fait partie de ma personnalité. Et puis, j'ai adoré cette relation avec les clients. En fait, de les accompagner dans une transition de vie comme ça, c'est quelque chose qui m'a toujours… Ça m'a animée. Même au début, je ne dormais pas la nuit. Quand, par exemple, j'avais des clients dans des situations financières difficiles, ça m'impactait. Bon, maintenant, heureusement, j'ai évolué par rapport à ça. Et donc, ça, c'était vraiment ce qui m'animait, c'est d'accompagner ces gens dans des projets de vie. Et ce qui ne me plaisait pas dans l'agence dans laquelle j'ai démarré, c'est qu'en fait, il n'y avait que ce côté financier qui animait la personne qui gérait cette agence. Et c'est ça qui a fait que je suis partie au bout de 3 mois, où en fait, j'ai compris aussi que ce qui était important, c'est d'être en exclusivité, puisque moi, je suis quelqu'un d'entier. Et donc, m'impliquer dans quelque chose que je ne maîtrise pas complètement, c'est impossible. C'est pas possible. Donc, c'est aussi pour ça que… Et comme ce n'était pas non plus la politique de cette agence, c'est pour ça que je me suis dit, je vais me lancer. Alors, évidemment, je me suis formée quand même. Hein, entre parenthèses, je me suis formée avec la FNAIM et l'ESI, donc pour avoir évidemment les bases. Et c'est comme ça que j'ai monté Adéquat Immobilier en me lançant, en me jetant à l'eau avec toute mon énergie, ma bienveillance et envie de bien faire.
C'est intéressant. Tu sais que c'est rare de faire ce cheminement autour du mandat exclusif. Pas du mandat exclusif pour ce qu'il est d'un point de vue contractuel, mais du mandat exclusif pour ce qu'il est dans le cadre de la relation qu'il instaure entre les deux personnes. C'est assez rare de faire finalement ce cheminement assez tôt. Et je le lis au fait de se lancer derrière. C'est une forme j'appelle ça de maturité entrepreneuriale qui à la fois fait prendre conscience de cette relation dans laquelle on doit s'inscrire avec le client, tout autant que de la nécessité peut-être de l'incarner pleinement soi-même. L'entrepreneuriat, ça t'est peut-être pas tombé non plus dessus par hasard. Et je pense que quand on y a goûté avec succès, ça nous porte jusqu'au bout, c'est ça? Mais ce qui est quand même fou, c'est que tout le temps de mes études, j'ai jamais imaginé être entrepreneur. Ça n'a jamais été un objectif dans ma vie. Ouais. J'étais entrepreneur par la force des choses. Et aujourd'hui, je ne conçois pas les choses différemment, mais j'avais ça en moi. Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, mais en fait, les choses se sont improvisées et je pense que j'ai ça en moi, ce côté de pouvoir entreprendre, d'aller de l'avant, ce dynamisme. Tu évoques derrière la nécessité de passer sous enseigne de franchise pour la notoriété notamment. Oui. C'est quoi le cheminement à ce moment-là de te dire je ne suis pas suffisamment connu? Enfin, c'était quoi la frustration pour décider, quand on est entrepreneur et qu'on a démarré comme ça, d'aller mettre une enseigne au-dessus de sa tête? C'est le fait de me dire que la première motivation, c'était de créer une équipe. Okay. J'ai vite eu, à un moment donné, quand je me suis lancée toute seule, j'ai vite eu ce truc qui m'a rattrapé de transmettre, de partager le succès. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'anime beaucoup. Et je me suis dit, comme je me suis formée quand même rapidement avec la FNAIM, mais j'ai pas eu des process, tu vois, que j'ai pu apprendre avec ERA, je me suis dit, mais en fait, il faut que je trouve une enseigne qui m'apporte ce cadrage, cette organisation, ces process. Et j'ai fait, pendant longtemps, j'ai étudié le sujet, c'est-à-dire que j'ai sollicité plusieurs réseaux, je me suis posée, j'ai comparé. Ce qui a fait aussi que j'ai signé ERA, c'est parce que sur Marseille, c'était le réseau le plus représenté en nombre d'agences à l'époque. Ah, c'est marrant. Okay. Et aussi les hommes, les gens que j'ai rencontrés, qui m'ont inspirée. Et c'est ça qui a fait que j'ai choisi ERA. Et je ne regrette pas du tout. C'était une super expérience. Je pense que c'est une bonne école. Et puis dans la vie, on évolue. C'est bien aussi de faire preuve d'humilité, de se dire qu'on ne connaît pas tout, aller voir des gens plus grands que nous pour apprendre et pouvoir développer et ensuite se lancer. Donc tu as trouvé ce que tu voulais sur le champ à la fois. Par contre, le cheminement, je voudrais juste revenir là-dessus. Quand je dis que c'est rare, le cheminement je choisis le réseau de franchise parce qu'il est le plus représenté et pas l'inverse, parce que ça peut être pour certains contre-intuitif de se dire ben non, mais moi je veux être le seul ou le premier franchisé de la marque implantée sur la commune. Toi, tu as fait le choix inverse. C'est quoi le cheminement derrière tout ça? C'est de dire qu'ensemble, on est plus fort. Ça, je le crois réellement. Et que du coup, je trouve que pour le particulier, c'est rassurant d'avoir une marque connue, représentée. Et oui, j'ai vraiment signé pour ça. C'est vrai, tu as raison quand tu dis que c'est un cheminement qui peut être inverse. Parce que, ça c'est le revers de la médaille, au bout d'un moment, j'ai quand même déchanté, parce que tout n'est pas rose. Bien sûr. Mais du coup, c'est ce qui m'avait motivée au départ, parce que je considérais que le fait d'être plusieurs, ça nous donnait de la force. Et du coup, ça pouvait impacter le particulier. Cool. On va faire le cheminement vers WeLoge tout de suite. On a Stéphanie qui nous dit le choix de l'exclusivité. Enfin, je fais le choix de l'exclusivité pour les mêmes raisons. C'est rassurant. Donc ça, c'est cool. Sébastien nous dit l'homme est le plus important dans ce métier et c'est surtout la rencontre qui peut être déterminante pour une décision. Donc il y a pas mal de gens qui souscrivent à ce qui a été dit. Continuez de commenter ou de poser vos questions à Dominique au fur et à mesure de l'interview. N'hésitez pas. Pensez bien à cliquer dans le lien en descriptif pour que je puisse afficher votre nom et votre photo à l'écran. Dominique, ensuite, naissent quand même à un moment ou à un autre des frustrations, et c'est plutôt logique. Ces frustrations, à un moment donné, toi, de ton côté, tu dis trop de turnover, trop de volume. Il y a un moment où tu t'es plus reconnu dans le modèle, et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste que ça peut-être à un moment donné, ça ne correspondait plus. C'est quoi à ce moment-là qui se passe pour toi? Il y a eu plusieurs étapes. La première, alors, pour parler complètement de façon transparente, au bout de 5 ans, je décide de faire tomber l'enseigne. J'en parle à mon associé et aussi partenaire de vie.
Lui me dit, bah non, en fait, on est très bien comme ça marche à fond, puisqu'on a été parmi les meilleures agences de France, donc on est club manager, etc., tout va bien, on gagne beaucoup d'argent, donc de ce côté-là, c'est super. Mais à un moment donné, déjà, les personnes qui m'ont recruté chez ERA partent les unes après les autres, donc au niveau du siège, donc déjà, je ne me retrouve plus avec la nouvelle équipe, et puis ensuite, je suis usée. Je suis usée parce que il y a des conflits entre agence ERA, entre je te pique tes négociateurs, entre je vais te respecter sur ton terrain. Enfin bref, il y a des choses qui me déplaisent. En plus, moi, j'étais présente de l'accord, c'est-à-dire que je représentais toutes les agences du coin. Je faisais le lien entre le siège et les agences de Marseille et Aubagne. Et moi, franchement, j'étais vraiment dans un esprit de j'aime fédérer. Moi, j'aime que les gens travaillent ensemble. Quand une agence ERA réussissait mieux que moi, j'étais contente en me disant punaise, c'est top, je m'inspire des gens qui vont plus haut. Et il n'y avait pas cet état d'esprit. En fait, on sentait qu'il y avait une sorte de guéguerre et ça, je n'ai pas supporté. Et puis ensuite, sur la gestion des équipes, au bout d'un moment, je ne me retrouvais plus non plus dans le système de rémunération, c'est-à-dire la rétrocession qui était préconisée par le réseau pour les collaborateurs. Je n'étais plus trop en phase. Mais comme j'avais signé ERA, il n'était pas question que je fasse autrement. Donc, moi, je suis quelqu'un aussi de corporate. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça ne me convient plus. Et puis, sur le secteur, c'est la façon de travailler aussi, de volume, un nombre de mandats incroyable, où en fait, au bout d'un moment, les gens sont épuisés. Et ce qui fait que, au bout d'un moment, ils arrêtent. Je ne supportais plus. J'ai envie de fidéliser mes équipes, j'ai envie de construire ensemble. Et le fait de changer tout le temps, moi, c'est une famille. C'est-à-dire que je m'investis beaucoup dans l'implication des équipes, dans leur montée en compétences. Et en fait, quand il y a des gens qui partent, au bout d'un moment, surtout, j'avais aussi cette idée de nouveaux concepts qui nous semblaient faire la différence sur le terrain. Et j'avais envie d'exploiter ça et avec ma propre marque. C'est intéressant parce que ça veut donc dire que, par exemple, si on prend le champ de la rémunération, c'est-à-dire que techniquement, tu étais prête à gagner moins pourvu que ce soit en adéquation avec ta vision et tes valeurs, c'est ça? Absolument. En fait, je n'adhérais plus non plus au fait que tu as des agents commerciaux, quelque part, ils ont un peu, c'est un petit peu violent ce que je veux dire, mais c'était un peu du salariat déguisé, moi, je trouvais. Au bout d'un moment, je n'étais plus en phase avec ça, c'est-à-dire que je ne pouvais plus avoir des personnes qui avaient des rétrocessions qui ne me paraissaient pas assez importantes, avec des contraintes et aussi pas de redevance. Alors, je trouvais, j'étais pas du tout en phase avec ça. Wheeler, ça correspond complètement. Je suis en phase avec ce qu'on propose à nos collaborateurs parce que je trouve que c'est équitable. Et voilà. J'ai des vrais entrepreneurs avec moi. J'ai des personnes qui montent leur structure et puis on est ensemble, quoi. On est vraiment ensemble. C'est intéressant là, ce que tu es en train de dire sur les entrepreneurs parce que j'accompagne actuellement une agence d'un autre réseau de franchise parmi le top national et je suis vraiment, je ne sais même pas pourquoi je suis choqué parce que je sors de réseau moi aussi historiquement, mais de ce manque de maturité entrepreneuriale de ses collaborateurs, quel que soit le statut d'ailleurs, qu'il soit salarié, qu'il soit agent co, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'à partir du moment où tu te construis ta rémunération, pour moi, tu es un entrepreneur et il y a vraiment ce truc, notamment dans les réseaux de franchise, j'ai pas peur de le dire, où tout le monde sort le parapluie. C'est-à-dire, tu as le collaborateur qui attend parfois de son manager dans l'agence, parce que parfois il y a plusieurs agences, donc du manager qui lui-même attend du patron du franchisé, qui lui-même attend de son franchiseur. Enfin, et tout le monde est là et tout le monde attend quelque part que quelque chose se passe sans prendre en main son destin. Et je suis vraiment, et je pense que c'est un peu ce que tu partages là en disant, là au moins maintenant j'ai des vrais entrepreneurs, c'est ça? C'est ça. C'est que je considère d'ailleurs limite comme des associés dans le sens où Village est né vraiment dans le développement l'année dernière. On construit ensemble cette aventure, c'est-à-dire que je suis à l'écoute de ce qui peut m'apporter comme axe d'amélioration. Et ça, je trouve ça, c'est hyper. Je suis bien, voilà, je suis alignée avec les valeurs que je partage. Voilà. Et ça fait toute la différence en fait sur son quotidien. Cool. Donc, venons maintenant à WeLoge du coup et à son concept, puisque c'est aussi le sujet qu'on voulait aborder ensemble aujourd'hui. Et il n'y a pas que ça dans le concept, mais dans le concept, il y a cette idée de valorisation des biens en vue de leur mise en vente, etc. C'est quoi ton idée par rapport à ça et qui vous a poussé à lancer du coup WeLoge?
C'est quelque chose que j'ai toujours, c'est une approche que j'avais toujours eue quand je me pose et je prends un peu du recul sur ma façon de faire l'immobilier, d'accompagner les particuliers qui veulent vendre leurs biens. J'ai toujours eu cette approche de les conseiller pour améliorer le bien et faire en sorte que, au lieu d'estimer un bien tel qu'on le voit, on va estimer le bien tel qu'on peut l'améliorer en fait. Et c'est ce que j'ai fait avec WeLoge. D'ailleurs, on propose l'audit de valorisation à nos clients, c'est-à-dire c'est une estimation améliorée du bien sur la façon dont on va pouvoir l'arranger, faire en sorte qu'il soit vraiment sexy et séduisant. Donc, je trouve que un professionnel qui intervient dans l'accompagnement d'un particulier qui veut vendre, mon point de vue au niveau de ce métier, c'est d'apporter des services à forte valeur ajoutée. C'est de faire en sorte que, indépendamment du fait de mettre un prix, mettre une annonce, etc., c'est de faire en sorte que le particulier ait une vraie plus-value sur le fait de se faire accompagner, non pas que quand on est dans une démarche classique, on n'a pas une plus-value, c'est pas ce que je dis, mais le fait d'apporter cet œil où on va justement coacher nos clients, déjà pour gommer les défauts de son bien. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte d'apporter des améliorations à moindre frais, mais qui ont un vrai impact sur le prix. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est le fait que nos consultants s'impliquent financièrement dans la vente du bien, puisqu'on investit dans une prestation de homestaging, donc c'est du relooking du bien avec un prêt de mobilier quand le bien est vide. On sait qu'il n'y a que 7% des gens qui arrivent à se projeter dans un bien vide ou trop personnalisé. On sait que dans les 90 secondes, quand on parle de coup de cœur, c'est dans les 90 secondes que ça opère. Donc en fait, WeLoge est vraiment fondé là-dessus, c'est faire en sorte de provoquer le coup de foudre immobilier en apportant des solutions concrètes pour améliorer le bien. Donc, ça soit des travaux, des petites réparations, mais aussi cette prestation de homestaging qui vient vraiment sublimer le bien et faire en sorte que le client, il soit sous le charme, en fait. Je t'arrête juste là parce que je trouve ça super. Juste, il y a un truc qui m'a tout de suite interpellé, c'est, tu dis, on investit. Donc, et tu parlais tout à l'heure de conviction autour du mandat exclusif. J'imagine qu'il y a tout ça qui rentre en jeu. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur quand tu dis on investit financièrement dans l'upselling, donc j'entends que vous le prenez en charge peut-être, voilà. J'imagine que ça ne se fait pas sans contrepartie. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, la réflexion, c'est se dire aujourd'hui, pour gagner sa vie et travailler sereinement dans ce métier, il faut avoir un portefeuille d'exclusivité. Aujourd'hui, l'idéal, c'est évidemment 100% d'exclusivité. On n'y est pas encore chez WeLoge, on est entre 70 et 80% d'exclusivité. Okay. Très bien. Ouais. Et donc, pour nous, ça facilite en fait le fait que le client accepte de nous confier l'exclusivité, puisque si on investit pour améliorer son bien, il est bien évident qu'on va se bouger pour pouvoir le vendre. Parce que souvent, l'objection qui arrive quand un particulier hésite à confier l'exclusivité, c'est qu'il se dit vous allez me bloquer pendant 3 mois, vous n'avez pas bougé, puis après, je vais perdre du temps. Ouais. Donc, nous, on répond avec cette façon de s'impliquer financièrement. Donc, évidemment, ça rentre dans un processus où j'ai négocié des partenariats avec des professionnels, où j'ai certains WeLogeeurs qui font aussi cette prestation eux-mêmes. Donc, tout le monde s'y retrouve parce que ça permet d'accélérer les délais de vente. Ça permet d'avoir évidemment un mandat exclusif. Ça permet de vendre à la fourchette haute du prix. Et donc, ça permet en fait d'être vraiment sur une démarche gagnant-gagnant avec un vendeur qui s'y retrouve parce qu'il nous a confié une exclue et qu'on a été très efficace en un temps record. Et un acquéreur qui, grâce à nous, a réussi à se projeter dans un bien qui a été vraiment mis à son avantage. Ça va jusqu'où là, cette mise en valeur? Alors, mise en valeur de la prestation de homestaging, ça va jusqu'à remeubler complètement un bien. D'accord. C'est-à-dire que quand on a un bien vide, on va recréer une ambiance. C'est pas juste poser des meubles et puis voilà. On va même jusqu'à meubler et faire une décoration qui soit adaptée à la cible. Ok. C'est vraiment stratégique. C'est pas juste on fait une déco, c'est-à-dire qu'en fonction de la clientèle qui est susceptible d'acheter ce bien, on va adapter la décoration parce que les gens en fait vont pouvoir s'identifier. Donc si c'est pour une famille, je vais retrouver dans les chambres des éléments qui rappellent un enfant. Absolument. Un T3 cible jeune couple, on fera forcément une chambre de bébé. Très bien. Donc et ça fait toute la différence. Et je trouve que c'est l'avenir de l'immobilier, de dire je vais mettre en scène un bien pour pouvoir, en fait, le bien, c'est un produit marketing, et je vais, c'est comme une vitrine, si tu passes devant un magasin, la vitrine elle est moche, tu ne rentres pas. Et donc là, c'est pareil. Ça va jusqu'à, en termes de, il me semble que tu as parlé de petits travaux, etc. Alors, les petits travaux, c'est à la charge du propriétaire.
Donc, nous, en fait, on enfile notre casquette de coach. On va l'aider à désencombrer, dépersonnaliser, réparer, ambiancer son bien de façon à ce qu'on ait une base neutre pour qu'ensuite, on puisse compléter avec la prestation de homestaging. C'est quoi l'impact? Tu parlais de l'accélération des délais. On sait que les gens veulent juste vendre cher et vite. Du coup, comment est-ce que vous arrivez à mesurer du coup l'impact? Bien sûr. Donc, nous, c'est 4 fois plus vite, c'est-à-dire qu'on vend 4 fois plus vite les biens. Je crois qu'en national, le délai de vente est de 90 jours en moyenne. Après, nous, on a une moyenne en fonction aussi de la typologie de biens. Mais des biens très demandés, on va les vendre en 3 jours, 72. J'ai plein d'exemples de biens qui étaient à la vente depuis plus d'1 an dans d'autres agences. Et on récupère le bien. J'ai Cédric, là, qu'on a signé un compromis, c'était samedi. Il a vendu le bien en 72 heures, alors que le bien était en vente depuis 1 an dans une autre agence. Et grâce à la prestation de homestaging, il a aussi coaché son client pour refaire des peintures, changer des plaintes, faire des réparations qui ont une vraie valeur ajoutée sur le prix. Et donc, ça fait la différence. J'ai un exemple, on a réussi à faire gagner à une cliente 20% sur son prix de vente grâce à cette démarche, parce que sa maison avait été estimée à 650 000 €. Une maison avec un jardin dans un quartier très recherché de Marseille. Donc, évidemment, on avait une bonne base. Maintenant, la maison jardin complètement abandonnée, la maison délabrée, eh bien, la cliente, elle a retroussé ses manches. On lui a fait sa liste, sa to-do pour pouvoir faire les réparations nécessaires. Plus la prestation de homestaging, on a vendu la maison à 780 000 €. Donc, ça, c'est des exemples concrets. Après, le homestaging ne fait pas forcément vendre. En fait, c'est pas vendre plus cher, en fait. C'est vendre dans la fourchette haute de l'estimation. À aucun moment, on va surestimer le bien, bien sûr. Une estimation reste une estimation. On a un prix marché qui reste un prix marché. Maintenant, on sait qu'il y a des choses qui vont permettre d'aller chercher la fourchette haute du prix. Et le homestaging fait partie des choses qui vont permettre d'aller chercher la fourchette haute du prix. Donc, quelque part, vous remettez un avis de valeur en l'état et un avis de valeur refait? Exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'on fait une estimation en disant, voilà, en l'état, ça vaut tant. Maintenant, si vous me suivez sur les préconisations et les améliorations qui sont nécessaires pour vendre ce bien dans les meilleures conditions, on peut aller chercher jusqu'à tant. C'est courageux parce que il faut pouvoir être certain d'aller vendre plus cher que l'investissement qui sera réalisé, tant par vous, si c'est vous sur la partie homestaging, ou par le client qui fait sa part de son côté. C'est sûr, et c'est pour ça que par exemple, il y a certains biens où on va pas pouvoir proposer cette prestation parce qu'on sait qu'il y a des éléments qui font que ça ne suffira pas à déclencher le coup de cœur. Parce que si on est sur un bien qui est bruyant, on est sur un bien avec des parties communes qui sont dans un état délabré, on est sur un secteur qui n'est pas du tout recherché. Donc évidemment, la prestation de homestaging, elle aura son impact déjà quand on aura validé des éléments extérieurs sur lesquels on n'a pas de pouvoir. C'est très clair. On a une question d'Isabelle qui nous dit, ça vous coûte combien pour mettre en valeur un bien? Alors, ça dépend. Ça peut aller de 500 € jusqu'à 3 000 €, voire plus. Ça dépend du type de bien. Évidemment, si on est sur un bien de prestige, ça sera évidemment un budget plus important. Maintenant, ce que je peux vous donner comme valeur, c'est qu'en gros, quand on va coacher les particuliers pour qu'ils puissent améliorer le bien, en général, la partie à investir, elle correspond à 1% du prix. Ok. Et comment est-ce que c'est accueilli comment par les clients finalement cette démarche? Qu'est-ce qu'ils disent de la démarche? Parce que j'imagine que vous êtes mis en concurrence régulièrement du coup, et qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, c'est qui tout double, parce qu'évidemment, comme on est en train de disrupter le marché, comme on est sur un concept innovant, eh bien, il faut éduquer aussi les gens, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément, qui ne comprennent pas. Très souvent, les femmes sont à 100% avec nous. Les hommes sont très dubitatifs. Donc, en général, comme souvent, c'est la femme qui décide, c'est plutôt bien pour nous. Et c'est très drôle parce que, d'ailleurs, on a un client qui a fait un témoignage sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Yannick. Donc, c'était un appartement qui se trouvait à Marseille dans le 10e. Et ces gens, en fait, voulaient vendre absolument rapidement parce qu'ils avaient un projet d'achat derrière sur une maison qui était dans le 11e, une maison familiale. Mais le temps pressait et donc, on est arrivé en fin de course. Donc, madame avait son activité d'assistante maternelle dans l'appartement, donc forcément, je ne te dis pas le bordel, entre autres. Et donc, donc j'ai proposé la solution, puisque là, c'était un rendez-vous que j'ai fait avec le collaborateur qui a vendu ce bien.
Et ça s'est vendu en 3 jours. 3 jours, offre au prix, paiement comptant. Alors que ces gens-là étaient, ça faisait, je crois, 6 mois, ils avaient 3 agences. Et le monsieur a témoigné en disant, mais franchement, mais je n'y croyais pas du tout, quoi. Je me disais, mais bon, de toute façon, c'est la dernière. De toute façon, on n'a rien à perdre. En gros, de toute façon, on va quand même essayer parce qu'on n'a rien à perdre. Et il a fait un témoignage très touchant parce que c'est vrai qu'il disait, mais c'est quoi ce truc? Ils mettent 3 meubles, un peu de déco, etc. Et en fait, ça a fait la vraie différence. Donc, et comment est-ce que tu expliques le fait que, j'ai peut-être ma petite idée, mais pourquoi le fait que les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même manière à la démarche? Les hommes sont très factuels. C'est-à-dire que souvent, c'est pris au mètre carré et puis basta, quoi. En fait, ils n'ont pas cette sensibilité émotionnelle. Donc, pour eux, c'est trop, comment dire, c'est trop abstrait le truc, en fait. Ils se disent, mais c'est quoi ce. Enfin, je comprends. Enfin, voilà, je pense que c'est ça, en fait. Sauf certains hommes qui ont un côté féminin très marqué. Là, c'est vrai que c'est différent. Ok. Comment est-ce que vous abordez ce détachement émotionnel, justement, qui est nécessaire aussi pour pouvoir s'engager dans un processus de vente? Et comment est-ce que le fait de relooker un bien impacte le fait que je dois, moi, m'en détacher émotionnellement pour pouvoir le vendre? Est-ce qu'il y a, tu sens qu'il y a quelque chose qui se joue là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal à se dire j'ai du mal à voir mon appartement différemment que ce qu'il l'a été pour plein de raisons? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue là aussi? Oui, on doit éduquer nos clients. Il y a tout un côté psychologique aussi qui est important. Donc, quelquefois, ça se fait en plusieurs temps. On a des clients où au début, ils sont un peu réticents sur la solution. Du coup, on les suit. Donc, on commence une commercialisation un peu basique. Et puis, quand ils voient que finalement, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils avaient espéré, là, ils nous donnent carte blanche parce qu'ils ont eu le temps déjà de prendre confiance dans notre approche et puis ensuite de se faire à l'idée qu'on va tout révolutionner. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas jusqu'au boutiste dans la démarche? C'est-à-dire que vous êtes OK pour dire on démarre un processus de commercialisation et puis petit à petit, une fois la confiance installée, etc., on va au bout de la démarche. C'est pas à prendre ou à laisser non plus? Non, évidemment que non. Ce qui est important, c'est s'adapter. Je crois que c'est une qualité indispensable dans ce métier, l'adaptabilité. Et donc, à partir du moment où le client, on a une relation de confiance avec lui, donc ça, c'est vraiment important dans la décision de l'accompagner, c'est déjà d'être sûr qu'on a envie de se faire confiance. On s'adapte. Donc, ça arrive aussi qu'on ait des biens qui ne nécessitent pas forcément une prestation de homestaging et donc on va apporter autre chose sur notre accompagnement. Et ça arrive que des clients, ils ont besoin. Moi, j'ai eu une cliente, elle avait 2 chats, un chien. Donc, au début, elle m'a dit, non, mes animaux vont tout abîmer, j'ai peur d'abîmer votre matériel. Et puis, au bout d'un mois, elle m'a dit, bon, oui, d'accord, ça avance pas assez vite, je vous laisse carte blanche. Donc, on n'est pas, c'est pas tout ou rien, c'est pas tu prends pas. On s'adapte. Avant tout, ce qui est important, c'est de partir sur une relation de confiance et qu'il y ait du résultat. Cool. Isabelle nous demande du coup que si vous ne vendez pas le bien, vous investissez à perte? Eh bien, justement, on fait en sorte d'avoir des critères très stricts, très précis pour décider de mettre en place la prestation parce que bien évidemment, l'idée, c'est que les collaborateurs gagnent leur vie. Donc, s'ils commencent à investir du homestaging et que derrière, ils ne vendent pas le bien, c'est compliqué. C'est pas. Non. Donc, évidemment, quand il y a un doute, on peut adapter, à savoir que si le client, par exemple, n'écoute pas notre estimation, souhaite qu'on démarre plus haut, etc., s'il y a un vrai projet derrière, on peut aussi l'accompagner parce que là aussi, il y a des clients qui ont besoin de se faire à l'idée. Hein. Quelquefois, ils ont besoin de temps pour pouvoir accepter une estimation. Ouais. On peut les suivre, mais dans ces cas-là, c'est eux qui vont avancer les frais de homestaging et on les déduira des honoraires une fois le bien vendu. Ok. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires pour Dominique, c'est maintenant. N'hésitez pas également à mettre un petit like à ce live pour qu'il remonte dans le groupe et qu'il y ait un maximum de personnes qui le voient parce que je trouve ça particulièrement intéressant. Si vous avez encore une fois des questions ou des commentaires, c'est maintenant ou jamais. Il nous reste peut-être une dizaine de minutes encore ensemble, donc il faut vraiment en profiter. Dominique, si je veux rejoindre le réseau WeLoge, parce que là, on a parlé du homestaging, j'entends qu'il n'y a pas que ça. Ça ressemble à quoi en termes d'accompagnement? Parce que je sais que tu as parlé tout à l'heure, tu as évoqué la transmission. Et comme je vous suis quand même un petit peu ça et là, je sais que le sujet de la formation est aussi un sujet qui est important pour vous. Si on prend ce sujet de la formation, par exemple, je dois m'attendre à quoi? Donc, quand on intègre WeLoge, il y a un parcours de formation. Donc, j'ai une formatrice qui est une amie, déjà à la base. Bon, au début, c'était une cliente. C'est quelqu'un à qui j'ai fait un appartement il y a peut-être, il y a au moins 10 ans, voire un petit peu plus.
même 12 ans. Et donc, elle est formatrice spécialisée dans tout ce qui est évidemment parcours client et aussi management. Donc, on a écrit ensemble un parcours de formation qui soit vraiment adapté aussi à ce que je veux que ça soit au niveau de WeLoge sur l'accompagnement des clients. On a aussi une formation juridique parce que évidemment, il faut les bases, même si je pense que ça ne sert à rien de s'embrouiller la tête avec trop de juridique parce que ce n'est pas notre job. Et que derrière, ce qui est important, c'est s'adresser à la bonne personne pour poser la question demandée par le client et ensuite transmettre la réponse. Mais c'est important, évidemment, d'avoir des bases. Et surtout, c'est aussi du coaching sur mesure au quotidien, des ateliers, parce que c'est comme un sportif. Dans ce métier, il faut s'entraîner tout le temps. Donc, on fait des ateliers, des trainings. Et puis, moi, je fais souvent des one-to-one avec mes collaborateurs où j'ai des suivis. C'est à la carte, en fait, je m'adapte. C'est en fonction des besoins. Ce sont des personnes indépendantes, enfin, ce sont des indépendants, donc en fait, il y a des choses qui ne sont évidemment pas imposées, mais on s'adapte, c'est en fonction des besoins, on va avoir un accompagnement plus ou moins assidu, et puis aussi aller sur le terrain avec des anciens WeLogeurs, ça aussi, c'est important. Pour 80 personnes, ça fait du… Formation permanente, en fait, au niveau de WeLoge. Moi-même, je suis formatrice, je fais aussi des formations pour la FNAIM. Et puis ensuite, le terrain, quoi. Puis à un moment donné, de toute façon, ce que je dis à mes collaborateurs, c'est que fait est mieux que parfait. Je crois que c'est toi qui dis ça aussi. C'est vrai. Donc, à un moment donné, il faut se lancer. En fait. Tu te lances, tu y vas, tu te plantes, c'est pas grave, tu as grandi, tu as appris et ensuite tu améliores. En fait, c'est agis, corrige, avance. Voilà. Et de toute façon, on est là derrière pour pouvoir faire les réglages nécessaires. Dernier sujet sur lequel je voulais t'interroger aussi, je sais que le digital, ça prend une grande place aussi chez vous. Je pense que c'est aussi un des dadas de Samuel aussi. Ça ressemble à quoi votre présence digitale, enfin, ou votre rapport en tout cas au digital? C'est faire en sorte de faire gagner du temps à nos collaborateurs. Donc, c'est leur mettre à disposition des outils qui leur permettent de faire le maximum de choses à distance, que ce soit les mandats électroniques, les signatures électroniques. Les compromis, on les fait en visio aussi avec signature électronique. Et puis ensuite, Samuel est très présente. En fait, ce qu'on met aussi en place pour nos collaborateurs, c'est que dès qu'ils arrivent à bord, c'est de vraiment les mettre dans cette culture du digital et sur les réseaux sociaux, c'est de faire en sorte, en fait, c'est les choses qu'on apprend dès le départ, c'est être présent sur les réseaux sociaux, avoir une ligne éditoriale, savoir faire des vidéos. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment l'ADN de WeLoge, c'est apprendre à nos WeLogeurs de tout de suite être à l'aise et de faire en sorte que le digital soit un incontournable. Et leur prospection digitale, évidemment, c'est un incontournable aussi. Donc, Samuel a mis un atelier digital tous les jeudis matins pour les WeLogeurs. C'est un peu le café digital où en fait on vient avec ses questions et puis on s'inspire des uns des autres parce que chez WeLoge, j'ai des personnes qui sont très, très, très performantes sur les réseaux sociaux et ça permet aussi d'être dans le partage, de pouvoir s'inspirer de ceux qui sont plus à l'aise. Cool. On peut suivre aussi Samuel sur Clubhouse parce que… Yes, sur Clubhouse, il anime une room le mercredi soir à 18h sur le digital et l'immobilier. Et puis ensuite, il a des tas de rooms. Moi, je ne suis plus. On est très présents sur Clubhouse. Donc, et il y a des sujets très intéressants qui valent le coup d'être suivis. Dominique, je te propose qu'on passe à nos 3 questions rapides de la fin et pendant ce temps, continue à… Mais moi, j'étais bien là. Mais je t'ai dit que tu allais me dire que ça passait trop vite. Tu vois, c'est 38 minutes déjà. Mais on n'a pas forcément fini parce que je voudrais vraiment que vous continuiez de poser des questions et de commenter pour qu'on récupère certaines questions sur la fin. En attendant nos 3 questions traditionnelles, Dominique, c'est quoi à titre perso ton rapport au logement? Le logement, c'est mon cocon. Ouais. En fait, ma maison, c'est mon lieu d'apaisement, c'est mon lieu de partage avec ma famille, c'est vraiment ma coquille, quoi, en fait. Mais en même temps, je suis assez détachée parce qu'en fait, je déménage assez régulièrement. Okay. Parce que j'adore transformer les endroits. C'est-à-dire que Samuel et moi, on reste à peu près 4 ans dans le même endroit. Et puis ensuite, on revend, on rachète, on fait des travaux, on revend, on rachète. Donc, voilà, je suis aussi détachée parce que j'aime bien changer et transformer les endroits. Et peut-être aussi parce que je pense que je n'ai pas trouvé ma maison. Parce que c'est aussi un de mes objectifs, c'est un jour me dire, voilà, ça c'est ma maison, ça sera le point de ralliement de ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Ça, c'est aussi un but. Cool. C'est quoi, avec toutes ces années d'expérience, du coup, la qualité numéro 1 que tu vois chez les conseillers immobiliers ou indispensable pour un conseiller immobilier? Le suivi. Ok. Qu'est-ce que tu entends par là?
J'entends par là qu'on peut avoir des tas de qualités, on peut être enthousiaste, bosseur, à l'écoute, empathique, tout ce qu'on veut. Mais il y a une chose qui est primordiale pour pouvoir avoir une activité pérenne, c'est le suivi. C'est d'assurer un suivi de qualité, de suivre ses clients. Donc, je trouve que dans le suivi, ça englobe tout en fait. Oui. Ça englobe l'organisation, ça englobe l'écoute, l'empathie. Enfin, et le suivi, c'est ça que les gens attendent de nous, c'est qu'on soit là pour avoir aussi bien au niveau de la prospection, déjà le suivi, c'est primordial. Si on n'a pas de suivi en prospection, on est mort. Donc, souvent, je dis, la fortune est dans le suivi. Ouais. Une fois qu'on a le mandat de vente, si on ne suit pas, on est mort. Une fois qu'on a vendu, qu'on a les acquéreurs, il faut aussi les suivre. Une fois qu'on a vendu, il faut aussi suivre parce qu'on fidélise nos clients et que nos clients d'aujourd'hui sont peut-être ça devient des ambassadeurs. Donc, le suivi, c'est pour moi vraiment l'essentiel pour réussir dans ce métier. Est-ce que tu as une ressource à recommander aux conseillers immobiliers qui nous écoutent? Oui, alors j'ai plusieurs ressources, mais en fait, j'en ai choisi une parce que Sébastien, évidemment, comme j'ai vu d'autres interviews de toi, je connaissais les questions. Et il y a un livre que je recommande particulièrement, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ouais. Pour moi, c'est la base c'est la base du bonheur déjà, parce que je pense que les relations humaines, c'est primordial. De toute façon, seul, on ne va pas loin, seul, on n'est rien, seul, on est malheureux, quoi. Et ce livre, c'est vraiment la base pour avoir des relations sociales de qualité, pour se sentir bien aussi, parce que quand on est bien avec les autres, on se sent forcément bien. Et pour moi, c'est un incontournable. Est-ce que tu en as d'autres? Parce que je sens que tu es frustrée et que tu avais d'autres ressources à nous donner. J'ai Effet cumulé de Darren Hardy. Effet cumulé. Donc, ça aussi, c'est un livre qui m'a... En fait, la notion du petit pas, et de dire que selon ce que tu vas faire, peu importe, mais vaut mieux un pas devant l'autre chaque jour, et que du coup, ce qui est important, c'est de progresser, peu importe le rythme, mais que si tu fais les mauvaises choses, en fait, tu progresses dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ça, pour moi, c'est aussi un livre qui est très, très percutant. Moi, ça m'a aussi marqué. Tu vois, on a des questions. Donc, tu vois, on n'a pas fini, on a des questions. On a une question de Sébastien qui nous dit Dominique, comment te vois-tu, toi et Willoge, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans? Comment je me vois dans 5 ans, 10 ans? Alors, je me vois avec une équipe de personnes épanouies qui ont monté des équipes. Moi, je me vois avec mes collaborateurs du moment et qui ont monté des équipes. Ensuite, je me vois dans l'accompagnement, toujours dans l'accompagnement. Plus dans l'opérationnel, mais surtout dans l'accompagnement, dans l'innovation et puis surtout faire des grandes conventions chaque année avec mes collaborateurs dans des lieux magiques. Cool, beau programme. Stéphanie, une question plus concrète. Est-ce que les clients gardent les meubles, la déco investie pour l'homestaging de leur maison? Non, en fait, c'est du prêt de mobilier. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'on a des gens qui ont tellement flashé sur tout l'ensemble que déjà, ils nous demandent si on vend le mobilier. Là, tu parles des acheteurs? Oui, les acheteurs. OK. Donc, on ne le vend pas. Et quand on retourne voir nos clients une fois qu'ils sont installés, ils ont souvent reproduit, il y en a beaucoup qui ont reproduit la même décoration. Donc, ça, c'est cool. On a Sébastien, toujours, qui nous demande où tu trouves ton énergie permanente. Quelle est la potion magique? Mais c'est vous, Seb, qui me donnez de l'énergie. C'est mon équipe qui me donne de l'énergie. C'est de voir les personnes qui s'épanouissent, qui réussissent. Et puis mes enfants aussi, mon mari. Voilà, on est très, très soudés. J'ai des enfants qui sont toujours là pour nous aider. Qui ont toujours été là à chaque étape de notre évolution professionnelle. Et puis mon mari, Samuel, c'est voilà. Tout ce qui donne du sens finalement à ce qu'on accomplit, que ce soit nos équipes, l'impact qu'on a, nos proches, etc. C'est ce qui donne du sel et du sens effectivement au quotidien. Je veux bien croire que c'est là que tu trouves l'énergie. Il y a Claire qui nous dit trop de love. Voilà. Et les gens ici savent que je suis très à l'aise avec ce sujet de l'amour. Mais le love, c'est la base, Claire. Si tu n'as pas d'amour, tu es malheureux.
Dominique, je te propose qu'on se quitte sur cet amour qui déborde. Merci encore une fois alors, à toi de ta présence, bien évidemment, pendant ces 45 minutes, de tout ce que tu nous as partagé, encore une fois aussi de ton énergie. Je souscris à ce que disait Sébastien. Merci aussi à tous ceux d'entre vous qui étaient encore une fois fidèles à ce rendez-vous. Est-ce que je peux remercier les 8 logeurs qui étaient là aussi? Donc, j'ai vu certains. Donc, merci, parce que je leur ai demandé d'être là pour me soutenir, voilà, ne pas me laisser seule avec toi ce matin. On ne sait jamais. Et voilà, c'était chouette de les avoir aussi. Mais ils étaient en nombre. Merci encore une fois à tous de votre fidélité à ce rendez-vous. Pour une fois, j'ai mon invité la semaine prochaine, donc c'est Sébastien Enrault de la startup Otari, qui est une plateforme d'immobilier neuf. On parlera d'immobilier neuf la semaine prochaine, mardi matin à 9h. On a Ori qui te dit du coup, Dominique, défi relevé haut la main. Donc, tu vois, il t'avait mis la pression, mais finalement, il valide. Et si tu es validé par… Et Ori est particulièrement exigeant. Donc, si c'est validé par Ori… Super. Merci Ori. Voilà. Encore une fois, merci Dominique. Merci à tous de votre présence à ce rendez-vous comme chaque semaine. On se retrouve mardi prochain, 9h en live dans le groupe Facebook privé Rassemblimo. Passez une très très belle journée et une belle semaine. Ciao, ciao. Merci. À bientôt.